Vous écoutez le making-of de l'épisode 8 de Rencontres surnaturelles. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode spécialement consacré aux coulisses de l'épisode 8, les blessures éternelles. Comme d'habitude, nous allons creuser ensemble les mythes, légendes et le folklore autour du cadre dans lequel se passe le dernier épisode, c'est-à-dire la Drôme Ardèche. Pour cela, je suis accompagnée de 2 personnes expertes sur le sujet. Robin Lescroire, tout d'abord, photographe professionnel originaire de la vallée de la Drôme, dans laquelle il a passé toute sa vie, qui nous parlera des paysages, du cadre géographique dans lequel se situe l'épisode 8. Robin nous partagera aussi ses petits secrets et lieux à visiter absolument. De quoi vous régaler pour vos prochaines vacances. C'est d'ailleurs lui qui a pris la photo qui illustre cet épisode, qu'il m'a gentiment autorisé à utiliser. Et puis je serai aussi aux côtés de Johan Fouret, ardéchois de souche, et auteur de plusieurs livres sur le patrimoine folklorique en Drôme-Ardèche. Johan va nous raconter plusieurs histoires surnaturelles locales et nous apporter un éclairage complémentaire sur l'histoire de Lucie de Pracontal, que vous avez pu découvrir dans l'épisode 8. Comme d'habitude, pour nous suivre sur les petites routes drômoises, je vous recommande de vous poser dans un endroit tranquille et de prendre le temps d'aller vous faire un thé ou un café si le cœur vous en dit. Allez, on se retrouve au grenier pour ouvrir la porte des studios du manoir en compagnie de mes 2 invités. À tout de suite. Bonjour Robin, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire un petit peu qui tu es ? Bonjour Juliette, et puis merci aussi pour l'invitation. Je m'appelle Robin Lescroire, je suis photographe à travers la Drôme. Je suis originaire du coup de ce joli département et je suis devenu photographe au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, je vis à 100% de cela. Donc à la fois photographe paysage et tu fais Tout aussi à des fait. prestations pro pour les entreprises. J'ai deux pôles. J'ai un pôle qui est plutôt basé sur le paysage, voire même les photos de tourisme. Donc, je vais être amené à travailler avec les offices de tourisme, le département, la région. Et j'ai un autre pôle où je vais plus me consacrer aux entreprises. Je vais faire du portrait d'entreprise, je vais faire des reportages photos pour des conférences, pour des séminaires, etc. Super. Tu as clairement orienté ton travail côté paysage sur ton département de cœur. On sent ton attachement en fait à ce département, donc plutôt sur la vallée de la Drôme. Pourquoi ce choix-là et pas un autre département en fait ? C'est parti du fait que je suis tout simplement né ici. Ok. Et depuis tout petit, je randonne avec ma famille. Je cours un petit peu sur les petites et moyennes montagnes que l'on a autour de chez nous. Et j'y ai créé un énorme attachement. Et c'est un lieu qui me tient à cœur, la vallée de la Drôme. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu partir d'ici, même si je suis quand même parti pour y faire mes études. Mais je suis revenu. Alors ça, c'est drôle parce que en creusant un petit peu autour de l'épisode, j'ai quand même vu énormément de personnes originaires de la Drôme qui parlaient justement de cet attachement, cette volonté d'y revenir, ce manque. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'ADN du terrain ? C'est possible. Soit c'est comme s'il y avait eu une énergie ici qui faisait que on s'y sent bien, on a envie d'y revenir à chaque fois. Est-ce que c'est par ces multiples paysages? Est-ce que c'est par l'humain aussi? C'est vrai que l'humain ici, enfin, les gens sont extraordinaires Ouais. et je pense que c'est toutes ces petites choses qui fait que qu'on s'y sent bien. Alors justement, je rebondis sur ça. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les paysages que tu photographies et que tu aimes ? Alors autant montagne, nature, ville, vraiment tout ce patrimoine que tu as devant toi. Alors, moi, je suis basé sur la vallée de la Drôme, qui est constituée de petites et moyennes montagnes, dans un grand massif qui est très connu, qui s'appelle la forêt de Soux. Oui. Et donc, cette forêt de Soux est un peu au milieu du Vercors et de la Drôme provençale. Donc, on D'accord. retrouve aussi une végétation qui peut être provençale, voire méditerranéenne, mais on a aussi une végétation qui est plus, qui a une appartenance aux Alpes. Donc un côté chaud, un côté froid qui fait une mixité de plein de choses. C'est ce que j'adore aussi dans mon travail, c'est avoir de multiples paysages, de multiples lumières. Mm. Par exemple, je vais souvent moi sur les 3 becs de la forêt de Soux.
on voit par exemple le mont Ventoux qui se trouve en Drôme provençal, et puis côté nord, on arrive à voir jusqu'au nord du Vercors. Et toutes ces petites choses qui font que moi, je me sens bien et j'adore ce que je fais aujourd'hui. Ouais, c'est magique, hein. Moi, c'est vrai que je suis avec intérêt et impatience à chaque fois que tu poses des photos parce que ça fait rêver, on a envie d'y Ouais, aller. c'est tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on a un climat aussi qui peut être tout à fait différent du jour au lendemain. Il y a des Mhm. lumières qui sont différentes du matin au soir. Et c'est ce qui fait aussi la magie des lieux ici. Moi, c'est vrai que je marche beaucoup pour les levées de soleil, pour les couchers de soleil. Et à chaque fois, c'est un moment différent. À chaque fois, c'est une journée différente. Et c'est ça qui est fabuleux. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous donner en priorité un petit peu tes endroits favoris, vraiment ceux que tu recommandes de visiter? Ben justement, la forêt de Soux. Ouais. Alors moi, je suis né juste à côté, donc j'y étais depuis tout petit. Et alors c'est un mélange de montagnes, de végétation. Il y a le petit village de Soux qui est au pied de ce grand massif. Et voilà, c'est juste magique. Il y a des falaises, il y a des sommets. On peut y faire des multiples randonnées. On peut faire du vélo, on peut faire de l'escalade. Et ça reste très protégé et très sauvage. D'accord. Ouais, ça donne envie, hein. Voilà. Merci pour cette recommandation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi comment est-ce que tu fonctionnes? Parce que je te sens très passionnée. Est-ce que justement, en fait, Oui. tu prépares à l'avance tes shootings ou est-ce que tu les découvres un petit peu au fil de tes découvertes, en Je vais fait? toujours faire en fonction de ce que la nature m'apporte, entre guillemets, Ouais. de la météo, des lumières sur le moment. Et c'est de là que vont venir mes inspirations. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous partager une petite histoire étrange ou une légende locale que tu connaîtrais sur ton département? Alors, sur le massif de la forêt de Soux, il y a un sommet qu'on appelle Roche-Colombe. Et sur ce sommet, il y a une légende qui raconte que vivait là une femme qui a voulu monter sur ce sommet pour finir ses jours en tant qu'ermite Ok. et qui soignait les habitants du village, qui soignait aussi les animaux, mais qui vivait seulement sur ce sommet. Et cette femme avait un frère qui vivait lui aussi sur un sommet d'une montagne qu'on appelle Saint-Maurice, qui se trouve dans la Drôme provençale. Mhm. Et voilà, et cette légende raconte que ces deux personnages vivaient dans des grottes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, bah, ces grottes existent vraiment. C'est pas du tout ouvert au public, c'est des endroits qui ont été gardés un petit peu secrets, mais voilà. D'accord. Et du coup, quand on randonne là-bas et qu'on va voir ces grottes, eh ben, on retrouve toujours une énergie très forte sur ces deux lieux. Et moi, je trouve que c'est assez magique de faire le lien entre cette légende et la réalité. Donc, c'est toujours, quand on connaît cette légende, on se dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans ces endroits, quoi. Hmm. Ces deux personnes, en fait, ont une sorte de sorcière un peu, et lui aussi, en fait, allait aussi soigner les hommes et les animaux. Exactement, c'est ça. Les deux soignaient les hommes et les animaux. D'accord. Ces deux personnes ne voulaient pas du tout redescendre sur les villages au pied des montagnes. Fallait monter au sommet pour vouloir être soigné. Ouais, et le mériter. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc c'était Colombe et Maurice, donc D'accord. frères et sœurs. Une belle légende. On va inviter tous mes auditeurs qui passeraient par la Drôme ou qui y habitent à aller voir ces deux lieux et puis à m'en faire part, pourquoi pas? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont tes projets à venir? Et ben moi, mes projets à venir, ça va toujours être d'accompagner, de continuer mes randonnées, mes vadrouilles, toujours photographier de plus en plus de nouveaux coins aussi, de nouvelles lumières. Je vis un peu au fil du Mhm. temps. C'est aussi ça la magie de mon travail, c'est que chaque jour est différent, chaque jour j'ai de nouvelles envies aussi à aller photographier. Ça peut être de nouvelles montagnes, ça peut être de nouveaux villages, ça peut être tout ça. C'est vrai que dans le métier de photographe, on est souvent un petit peu enfermé. On est quand même beaucoup de temps sur un ordinateur, dans notre bureau. Mhm. Et moi, le lien humain est quand même très important. Alors oui, j'essaye au plus possible de partager ce que je peux voir et ce que je peux photographier avec des gens. Dans notre société actuelle, c'est vrai que le lien humain est d'autant plus important avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec tout ça. Et je trouve qu'il faut garder ce lien et d'autant plus dans la nature, quoi. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est quand même assez exceptionnel aussi le cadre dans lequel tu es. Et déjà, tu le fais partager de façon très généreuse via tes réseaux sociaux. Et c'est vrai que le vivre aussi avec d'autres, c'est encore plus fort, quoi. Mm. Tout à fait. Et puis,
Et la magie de vivre un lever de soleil ou un coucher de soleil, ben, on peut pas le ressentir ailleurs. Ouais. C'est quelque chose de magique. Et puis, même moi, à de nombreuses reprises, lorsque j'arrive sur un coucher de soleil, par exemple, je vais pas forcément prendre de photos, je vais juste profiter du moment, profiter de ce qui m'entoure. Et c'est là où on se sentira le mieux. Ouais. Est-ce que tu as éventuellement aussi des projets d'expo éventuellement? Je pense que ça viendra par la suite. Les expositions vont venir aussi petit à petit. Tout ce qui est paysage, tout ce qui est photographie des montagnes. Pour l'instant, j'essaye de récolter un maximum de photos, mais oui, ça va être quelque chose que je vais prévoir par la suite. Même une expo dans le coin, ça me ferait énormément plaisir. Ah bah Mais oui. c'est vrai que pour les livres, j'ai un ami photographe animalier, petit village dessous, qui s'appelle Lucas Melcarne. Et lui a un univers fantastique. Et il vient de sortir justement un livre magnifique sur son travail. J'irai jeter un œil, ça m'intéresse. Mais écoute, merci beaucoup Robin, c'était passionnant. On a voyagé dans la Drôme avec toi, donc c'est parfait. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Et maintenant, je reçois Johan Fouret. Bonjour Johan, je suis ravie de t'ouvrir les portes du manoir ce soir. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour cet épisode Making of de l'épisode 8. Est-ce que déjà tu peux te présenter à mes auditeurs pour qu'on puisse mieux te connaître? Bien sûr, je suis Johan Fouret, je suis enseignant sur Montélimar, donc dans la Drôme. J'enseigne le français et l'histoire de la troisième à des très grandes classes de BTS. Mhm. Je suis ardéchois depuis toujours, c'est ma petite patrie. T'es pas tombé dans la marmite en cours de route? C'est depuis le début? Moi, je suis ardéchois depuis des générations. D'accord. Waouh. J'ai baigné, vraiment baigné dans les histoires un petit peu de fantômes et de maisons hantées Hmm. depuis que je suis gamin. Ok. Merci pour cette petite présentation. Donc, tu nous dis professeur de français, d'histoire-géographie, auteur aussi de plusieurs livres autour du folklore et du patrimoine légendaire en Drôme-Ardèche. Exactement. Donc, du coup, intérêt pour l'Ardèche depuis très longtemps, des générations et générations. Et du coup, tu as voulu explorer cet intérêt dans tes différents livres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents livres que tu as sortis? Alors, mon premier livre est sorti en 2007. C'était une histoire du folklore drôme-ardéchois, mais qui ne s'intéressait pas forcément qu'aux fantômes. Mhm. Je suis vraiment rentré dans le vif du sujet lors de mon second ouvrage, qui date de 2009, au titre explicite, puisqu'il se nomme Petite histoire de fantômes de la Drôme et de l'Ardèche. Puis, j'ai écrit un roman policier, D'accord. qui n'a rien à voir avec le surnaturel. Et bon, chasser le naturel, il revient rapidement au galop. J'ai enchaîné sur une histoire de la sorcellerie dans nos départements, sur des remèdes populaires. Ok. J'ai fait des recherches aussi sur les différentes fêtes du folklore drôme-ardéchois. Et puis mon dernier livre en date, c'est une histoire des épidémies en Drôme-Ardèche, où je relate l'historique des épidémies dans nos deux départements, et notamment en racontant quelques petites anecdotes, comme par exemple la première ville confinée en France, dans le monde, pardon, ça a été Annonay au XVe siècle. À Voilà. cause d'une épidémie de peste, en fait, ou... Une épidémie de Wow, peste. ok. Il y avait la première ville au monde confinée pour cause de maladie. D'accord. Alors après, je ne sais pas s'ils avaient les mêmes gestes barrières que nous. Je pense que c'était un petit peu plus radical quand même à l'époque. Mais Ah, c'était très radical, hein. Effectivement. ok. Donc, je mettrai tous les liens de toute façon pour que mes auditeurs puissent venir découvrir ton travail qui est vraiment complet et large et très intéressant, effectivement. Hein, voilà, des fantômes aux épidémies et à la sorcellerie et en passant par un roman policier. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai cru comprendre aussi en discutant un petit peu avec toi que tu étais passionné depuis tout petit aussi par le patrimoine, les vieilles pierres. Oui. Est-ce que tu aurais des lieux en particulier que tu souhaiterais nous recommander et du coup, pourquoi et quelle est leur histoire en fait? En Drôme-Ardèche, il y a beaucoup de lieux qui abritent de très 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 vieilles pierres. Je pense notamment à l'Ardèche du Sud qui abrite énormément de dolmens, D'accord. notamment dans le petit village de Bidon ou encore sur le plateau ardéchois. Je pense notamment à Colombier-le-Jeune. Il y a beaucoup de pierres médiévales Ouais. aussi. Je pense au château de Crussol. Beaucoup d'histoires qui tournent autour des Templiers, de légendes aussi. Le château de Rochemort est prétendument un château hanté. D'accord. Ok. On a aussi le château de Boulogne en Ardèche, qui est près de Privas, qui est lui un château hanté confirmé. Il y a vraiment tout un panel pour les amoureux des vieilles pierres. Le féru d'histoire trouvera largement de quoi se nourrir. Tu parles à mes bons sentiments là. Moi, tu me fais déjà mon programme de vacances à venir. Là. Ah bah c'est parfait.
On accueille très bien les gens en Ardèche. Le tir à la châtaigne est très bon. Ah bah, c'est parfait. Avec modération, bien sûr. Tout à fait. Toujours. Toujours. Alors du coup, effectivement, donc tu as écrit, tu nous en parlais, ton deuxième ouvrage qui s'appelle donc Petites histoires de fantômes et autres créatures de la Drôme et de l'Ardèche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus avant et du coup, en profiter pour nous raconter quelques petites légendes croustillantes? J'ai essayé en fait dans cet ouvrage de recenser tout ce qui avait trait vraiment aux légendes, créatures un petit peu sanguinaires, créatures de la nuit, vampires, loups-garous, toute autre joyeuseté du genre. Mmh. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et notamment en Ardèche où on a une parole plus libre sur toutes ces légendes, que dans la Drôme où on a l'impression que les gens sont peut-être un peu plus rationnels ou cherchent plus la rationalité, je sais pas. En tout cas, c'est un phénomène que je ne m'explique pas forcément. C'est vraiment beaucoup de légendes. Et il y en a certaines qui font froid dans le dos. Alors tout à l'heure, par exemple, j'ai évoqué le château de Boulogne en Mmh. Ardèche, donc qui est près de Privas, qui est un château qui est reconnu comme étant hanté par l'esprit d'une jeune femme qui s'est suicidée par amour pour un homme qu'elle aimait. Et son père, qui était un noble, refusait en fait totalement l'amour qu'elle pouvait avoir pour une personne qui n'était pas de son rang. Oui. Donc du coup, elle s'est jetée du haut des murailles du château, elle s'est suicidée. Et de temps en temps, eh ben, sur les ruines du château de Boulogne, on verrait une personne féminine vêtue de rouge qui errerait sur les remparts à la recherche de son amour perdu. Alors bon, malheureusement, c'est un château que j'aurais aimé visiter un jour, mais qui pour l'instant n'est pas visitable. Mais en tout cas, voilà, il y a des témoignages qui tendraient à penser qu'effectivement, on serait plus proche de la réalité que de légendes. Mmh. De même, en Ardèche, près d'un petit village qui s'appelle Meis, on a eu des cas qui ont été décrétés comme vrais parce que ça a été jugé au XVIIe siècle. On a eu des cas de vampirisme. D'accord. Donc, des personnes qui auraient sucé le sang de bébés, des sorcières, visiblement, qui ont été brûlées pour cette cause-là. Et du côté de la Drôme, pour citer un peu les Dromois, eh ben, la tour de Cré, le plus vieux donjon de France, serait hanté par l'esprit d'un ancien prisonnier qui se prénommerait Julien. D'accord. Et pour accréditer un petit peu la légende, si tant est que ce soit une légende, il y a une pièce dans la tour de Cré qui est un ancien cachot, qui est le cachot de Julien, et c'est la seule pièce qui n'est pas habitable. Ah, Donc d'accord. pourquoi? C'est une très bonne question et j'ai pas forcément eu de réponse là aussi. Donc, est-ce qu'il joue sur la légende? Est-ce qu'il y a un fond de réalité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, toujours est-il que ce sont des lieux qui sont attestés comme ayant eu une histoire, entre guillemets, paranormale. Et mouvementé, qui a conduit au paranormal. Voilà, assez mouvementé, ouais. Voilà. Ah bah, écoute, un territoire riche en événements. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles? Parce qu'en fait, c'est vrai que toutes ces histoires-là, ça reste quand même, beaucoup de traditions orales un petit peu partout dans le monde. Comment est-ce qu'on fait, en fait, quand on est historien? Est-ce qu'il y a des archives sur ce type de choses? Comment est-ce que tu trouves, en fait, les différentes histoires? C'est beaucoup de témoignages. Beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui malheureusement ben, sont en train d'atteindre, D'accord. parce que c'est des personnes qui ont déjà un certain âge, qui la plupart du temps, quand elles Mmh. me reçoivent, parlent un mélange moitié patois, moitié français, donc il faut parfois essayer de traduire, de démêler un petit peu tout ce qui se dit, mais c'est un bonheur incroyable, parce que on a en face de soi des personnes qui utilisent peut-être les plus vieilles langues du monde, Mmh. et qui malheureusement ce sont des langues qui sont maintenant très peu parlées, qui sont en train de s'éteindre. Alors bon, bah, j'essaye de les enregistrer, j'essaie de conserver leurs témoignages. Mais sinon, bah, les archives départementales, des fois, on a quelques, on a quelques pépites. Ouais. J'ai trouvé notamment de belles choses concernant l'abbaye de Cruas, le château de Cruas qui domine l'abbaye. Il y a eu des témoignages, notamment du XVIIe siècle, des procès en sorcellerie, des témoignages de personnes qui auraient été témoins de phénomènes entre guillemets paranormaux. C'est un travail de recherche, c'est un travail de fourmi, mais c'est un travail qui est juste passionnant parce que bah, c'est l'histoire que l'on déroule sous nos yeux et c'est parfois une histoire qui est en train de s'éteindre malheureusement. Mmh. De moins en moins de personnes sont dépositaires de ces histoires, de moins en moins de personnes transmettent. C'est dramatique. Moi, à ma modeste échelle, j'essaie de recueillir un petit peu tout ça, j'essaie de condenser, j'essaie de diffuser, et puis
Et puis voilà, parce que j'estime que il restait une trace de tout ça. Ah, c'est un vrai patrimoine, c'est juste, c'est un crève-cœur en fait de voir effectivement, à chaque personne qui s'éteint, c'est tout un pan de patrimoine qui disparaît aussi et c'est Ouais, vraiment, on a un proverbe qui dit que un ancien qui meurt, c'est une bibliothèque qui s'éteint. Voilà. c'est exactement ça. Donc moi, je C'est suis ouais. tout à fait d'accord avec ça. Ouais, c'est vraiment un beau rôle. Après, c'est vrai que c'est tellement dommage quand tu vois je dis pas que c'est facile de faire un podcast, hein, parce que je travaille beaucoup dessus, c'est très long. Mais aujourd'hui, on a quand même des moyens, tu vois, à la portée, enfin beaucoup plus facilement que ça l'était à une certaine période, et de transmission aussi. Et je pense que ça pourrait être un beau projet en fait d'ouvrir un podcast de recueil des contes populaires, tu vois, directement à la source, dans chaque région, pourquoi Ah, pas, hein? mon épée est votre. OK. Bon, et ben, nouveau projet. Mais ça serait passionnant, C'est une excellente effectivement. idée. Ouais. Bon, et ben, écoute, on va y réfléchir ensemble. Non, non, mais c'est vrai, moi, ça me tord le cœur à chaque fois. Après, je sais qu'en Bretagne, il y a une association, effectivement, qui fait un peu ce travail-là, d'aller vers les anciens, essayer de collecter les histoires et de les retranscrire, mais plutôt en livre. Mais c'est vrai que ça devrait vraiment être le cas un peu partout, quoi. Alors, on a une association en Ardèche qui s'appelle la Forêt des Contes, qui travaille aussi un petit peu sur D'accord? qui fait ce travail de recueillement. Donc, de mémoire, ils sont sur Annonay, donc s'ils m'entendent, je les salue parce que Eh ben oui. j'ai été parfois en contact avec eux et ils m'ont des fois aussi beaucoup aidé. Ils sont jamais avares dans la transmission des contes ou du savoir populaire et bah, c'est une force, quoi. Donc c'est vraiment bien. Ah, c'est bien ça, ouais, tout à fait. C'est vraiment bien. On refera un petit clin d'œil, un petit coucou aussi, du Ouais. coup. Du coup, l'épisode 8 de mon podcast est basé sur la légende de la mariée disparue, donc qui s'appelle Mûre et vive et que j'avais découvert dans le livre d'un certain monsieur Lenôtre, G Lenôtre, mais on ne sait pas qui est le G, dans un recueil qui s'appelle Histoires étranges qui sont arrivées. Alors en fait, en travaillant cet épisode-là, j'ai eu pas mal de retours et visiblement cette histoire a été reprise dans pas mal de recueils, dont un livre de Juliette Benzoni aussi, il me semble qu'elle a repris aussi. Mais à l'origine, a priori, c'est celui qui l'a écrit en premier, c'est Monsieur Lenôtre, a priori. Et c'est un livre qui date de Oui, voilà 1933, je crois, il me semble, hein, dans c'est ces ça. eaux-là. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu cette histoire, du coup? Alors, je vais en faire un résumé rapide et puis après, si on a un petit peu de temps, Ouais. j'essaierai d'expliquer deux ou trois petites choses. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir au niveau de cette légende, déjà, c'est que c'est difficile de démêler un petit peu le vrai du faux parce que c'est le genre de légende qu'on retrouve un petit peu partout. On a cette légende donc dans la Drôme, mais que l'on retrouve aussi dans l'Ardèche, et c'est Mmh. généralement l'histoire qui met en scène une personne qui, le jour de son mariage, ben, va disparaître. Mmh. Alors l'histoire là qui nous intéresse met en scène une femme qui s'appelle Lucie de Pracontal, qui s'était donc mariée. Elle est issue d'une très 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 ancienne famille au passé un peu trouble. Ouais. Elle est descendante du baron des Adrets qui était quelqu'un qui pratiquait le rançonnage, qui Ouais. tuait, Qui qui était un peu un Gilles de Rais de l'époque, ouais, sans le côté serial killer, mais exactement. Un côté Gilles de Rais de l'époque, mais entouré d'une aura un peu mystérieuse, parce que ouais, quand ouais. on lit la légende et qu'on essaye un petit peu de s'y imprégner, il y a plein de choses qui ressortent, notamment le fait que quand les gens essayaient de l'arrêter, il disparaissait mystérieusement. Mmh. Donc, de là à penser que c'était une famille qui avait signé un pacte avec le diable, il y en a qui fait qu'un pas, quoi. Voilà, donc il y a Ouais. Bah oui, bien beaucoup de sûr. choses qui laisseraient à penser que ben, on est vraiment dans la légende et dans le folklore, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lucie de Pracontal a vraiment existé. Après, est-ce que son histoire est vraie? D'accord. Est-ce qu'on est au niveau de la légende? Toujours est-il que le jour de ses noces, elle a décidé, avec les gens de sa compagnie, de se livrer à une partie de cache-cache. Sauf que elle s'est tellement bien cachée qu'on ne l'a pas retrouvée et on a fait des recherches, beaucoup de recherches, et puis on en est arrivé à la conclusion qu'elle avait bel et bien disparu corps et bien, et on a fait qu'elle était tombée dans un ravin tout Oui. proche. Son père a fait des recherches pour essayer de retrouver son corps, mais son corps n'a jamais été retrouvé.
Il se dit qu'il y avait des bohémiens qui avaient été invités et que le lendemain de la disparition de Lucide Pracontal, il y a une cartomancienne qui aurait dit à la mère de Lucide Pracontal qu'un jour elle reverrait sa fille. D'accord. Et on a une seconde partie de la légende qui fait que un jour, quelqu'un qui était un proche de la famille se promenait dans le château et puis il est tombé de nez à nez devant une porte. Il l'a ouvert, elle s'est refermée derrière lui. Il a exploré un peu l'endroit où il se trouvait. Il était dans une sorte de grande pièce et là, assise sur une chaise, il a vu Lucide Pracontal qui était assise. Il s'en est approché, alors, il s'est rendu compte qu'elle était morte et qu'elle s'était entre guillemets momifiée. D'accord. Ok. Et sa mère, qui du coup est venue reconnaître le corps, s'est remémoré ce que la cartomancienne lui avait dit. Effectivement, elle a bel et bien revu sa fille. Ouais. C'est une histoire qui mêle beaucoup de choses parce que il y a clairement une histoire qui pourrait rentrer dans du paranormal. On est dans un autre monde un peu fantasmagorique, un peu glauque. Ça fait très ancienne légende celte qui aurait été soit christianisée, soit posée au XVIIIe siècle, parce que l'action se passe quand même à toute fin du règne de Louis XIV, quoi. C'est une légende qui mêle en fait plusieurs choses. Peut-être plusieurs peurs populaires aussi, parce que tu as, outre les fantômes, c'était aussi la pleine période des procès de sorcellerie. Enfin, ils étaient quand même assez présents à cette période-là. Et du coup, le baron des Adrets, pacte avec le diable, puis, alchimie. L'alchimie, la notion d'enfermement, il y a plein de choses que l'imaginaire populaire peut assimiler à une histoire qui pourrait être vraiment surnaturelle. Bon, écoute, merci beaucoup, Johan, pour ton témoignage, ton éclairage. C'était passionnant. Merci à toi, je me suis régalé. Avec plaisir. Et puis, on te recevra à nouveau dès que possible, dès que tu auras pu avancer un petit peu sur tes projets. On n'hésitera pas à se faire un épisode peut-être spécialement dédié sur ton travail, avec plaisir. Merci à toi, à bientôt.